Je vais demander à Quentin Berdugo de venir nous rejoindre. Donc, c'est le RSSI de Dailymotion. Entreprise agile, s'il en est, on l'imagine très très bien. Thomas Forêt, entrepreneur qui travaille pour l'entreprise, pour Weller, qui est une plateforme de réseau social sécurisé. Alors, un réseau social aujourd'hui et sécurisé sont deux mots assez intéressants, je pense, qui va pouvoir nous expliquer la sécurité telle qu'elle est appliquée dans son entreprise. Abir Mouaker, qui travaille chez Engie Digital, qui est RSSI, d'une entité d'Engie, usine à logiciel au final de l'entreprise mère. Jérémy Renard, ancien RSSI adjoint qui aujourd'hui est responsable de l'offre cybersécurité de Capgemini Invent, qui aura donc un retour très intéressant à nous faire sur son parcours et les différentes mises en place de projets agiles et sécurité qu'il a pu instaurer. Et puis Abderrahmane Smimit d'Intuitem, qui travaille dans une entreprise qui coach en mode agile et en mode aussi avec une bonne brique de cybersécurité ou sécurité by design, et qui pourra certainement commencer cette table ronde pour nous parler peut-être des bases, ou comment on installe un projet en mode agile en intégrant bien la sécurité dès qu'il sera assis, pour pouvoir nous en parler un peu plus. Abderrahmane. Ok, bonjour, Abderrahmane Smimit, la société Intuitem. Donc sans forcément faire trop de promotion, l'idée c'est que on accompagne justement des sociétés sur le coaching, des développements et surtout sur le SecDevOps. On préfère dire SecDevOps justement pour pousser davantage la notion de Security by Design, au lieu de dire voilà, c'est qu'un élément qui se rajoute sur le développement, sur le cycle DevOps. Là, on le met vraiment dès le début du cycle. Et donc, par rapport à ça, les éléments sur lesquels on travaille, on ne cherche pas forcément quelque chose de très destructif, bien au contraire. C'est venir essayer de résoudre justement cette problématique sur la sécurité qui est aujourd'hui plutôt une decision gate à la fin des cycles de développement. Donc, on attend que les développeurs ils ont terminé leur packaging ou leur wrapping de n'importe quel techno. Et à la fin, on leur dit, OK, maintenant, il y a une decision gate, on va voir si les gars de sécu s'ils vont vous valider ou pas le principe. Donc l'idée c'est de rompre avec ça, et ça me fait sourire par rapport à la question de tout à l'heure. Quand on pousse ce genre de concept, on dit ok, c'est quoi le ROI? Donc comment répondre à cette question? La réponse, en tout cas une des réponses, c'est pas la réponse, mais une des réponses qu'on a trouvées, c'est de dire finalement avec ce genre de méthode, on vous fait gagner du temps, c'est des économies du temps. Donc pourquoi? Parce que vous vous attendez pas à la fin. Et c'est même l'essence de l'agile, c'est faire du fail fast. Au moins, si on fait une connerie, on s'en rend compte assez rapidement et assez tôt dans le cycle de développement. Donc ça commence justement de ce mode-là. Après, je ne vais pas trop détailler, peut-être on va le faire dans la discussion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti d'un constat simple, c'est que dans l'agile, si je reprends les mots du product management, c'est d'abord le business value et la complexité. Donc essayer de montrer à travers la sécurité comment la sécurité va rajouter de la business value et réduire la complexité. Et donc, c'est un peu ce qu'on pousse dans ce framework dans lequel on coach un peu les différentes équipes. Et ça permet justement de mettre en évidence ce ROI. Ce qui est intéressant, et on en parlera peut-être à la fin, c'est assez utopique. On se retrouve forcément face à des limitations, notamment sur l'équilibre entre les besoins de sécu et les besoins de production. C'est sympa de venir expliquer la sécurité quand le mec en fait il a du mal déjà à mettre son service en production, et quand on vient lui dire tiens je veux bien que tu mettes un bastion pour accéder à tes nœuds d'admin, il te regarde comme ça, il dit mais j'ai pas que ça à faire, je préfère d'abord mettre mon service en production et tu viendras m'expliquer après et tu valideras, on fera une dérogation, on fera ce que tu veux, mais c'est un peu ce genre de challenge qu'on peut retrouver. Et donc l'idée c'est quoi? C'est dans les grandes lignes, c'est un framework basé sur une espèce de checklist à la CSF du NIST. Ça donne des paliers de maturité. Pourquoi? Pour ne pas faire peur par rapport à un ensemble de frameworks, vous venir le poser d'un coup, dire ok, d'une manière incrémentale, on va pousser une partie des exigences. Dans chaque sprint, vous allez pouvoir rentrer ça, et on s'intègre en fait dans le cycle des sprints. Pendant la session, pour ceux qui connaissent du poker planning, on rajoute une user story ou une evil story. C'est un peu ce que disait tout à l'heure sur la user story. On l'appelle evil pour être un peu plus générique.
et puis ça permettra de le faire entrer. Et pareil, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint aussi la discussion tout à l'heure sur l'analyse de risque. On a revu un petit peu la méthode. Ça fera mal peut-être aux puristes de dire voilà, qu'on n'applique pas les BIOS, qu'on n'applique pas l'ISO, mais l'idée c'est on a fait un peu ce concept d'analyse de risque agile, dans lequel on a pareil un petit formulaire sur lequel on fait des ateliers, on les fait enrichir, on s'est inspiré à la fois de ce que fait l'ANSSI, ce que fait le NIST, pour avoir ce format un peu rapide, pareil sur 1 heure, et on projette juste le DSCP sur la base des assets qui sont identifiés. Pareil pour des discussions où on se sent toujours obligé, autant que responsable de sécurité, de répondre. Donc là, on ne répond pas forcément, on dit ok, est-ce que ça concerne mes assets, mes biens qui sont identifiés au début, et on regarde comment ça se pratique. Et enfin, on mise beaucoup sur la mesure et l'outillage, dans le sens où on évite surtout un overhead pour les développeurs. On ne vient pas leur dire implémenter tel outil ou implémenter telle méthode qui nécessitera plus d'outillage. On rentre sur leur cycle directement, sur leur Jira, on rajoute des cartes directement sur leur flow et on a des correspondants qui permettent d'alimenter un peu tout ça. Donc là, c'est juste pour poser un peu le cadre, pour dire comment on a travaillé un peu cette partie-là. Pendant notre échange, tu m'avais posé la question sur quels sont les challenges typiquement qu'on a eu, est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché. L'un des cas, typiquement, c'est que dans l'esprit de pas mal de gens, voilà, la sécurité, c'est les sharers, c'est les gens pas gentils qui vont venir m'embêter avant que je passe en production. Donc pour eux, voilà, il y a encore cette culture de considérer la sécurité comme bloqueur. Donc avec ce travail-là, on va dire à peu près à 80% des gens avec qui on a interagi, ils ont fini par comprendre, on aime bien le marketer de cette manière-là, c'est que la sécurité peut devenir un enabler avec tout le hype qu'il y a autour d'aujourd'hui, de cette thématique. Ça peut devenir vraiment un enabler et pas un bloqueur. On n'attend pas à la fin, mais on peut faire des incréments qui fera qu'au pire des cas, c'est bien comme ça qu'on le dit, si vous faites une erreur, vous allez vous rendre compte assez rapidement. Voilà, c'est juste pour poser un peu le cadre. D'accord, donc ça, j'imagine que c'est plutôt dans le cadre d'entreprises qui n'étaient pas en mode agile avant. Quand on est dans une entreprise qui est, on va dire, dont c'est l'ADN principal, et je me retourne un peu vers Quentin, comment on intègre la sécurité et comment l'arrivée de quelqu'un qui pourrait finalement peut-être apparaître comme quelqu'un qui va dire non ou qui va être contraignant, puisque si on met en opposition agilité et sécurité, ce qui n'est pas le cas, tous les intervenants aujourd'hui ne sont pas dans cette posture-là, mais on aurait pu se dire, quand on regarde les anciens travaux avant que l'ANSSI peut-être divulgue des sujets, divulgue des bons procédés, comment ça se passe cette intégrité, cette intégration de la sécurité dans une structure en agilité complète? Alors effectivement, moi je suis arrivé dans un contexte où l'agilité était déjà là. La sécurité existait moins sous sa forme. Ça a été ma charge d'amener la sécurité dans un mode où il y a une vraie gouvernance, où il y avait des process. Donc ça, c'était effectivement le challenge. L'avantage, c'est que je suis arrivé dans un contexte où il n'y avait pas vraiment de réticence, parce que dans le contexte où j'arrive, les gens ils comprennent la technique, ils ont une certaine appréhension du risque. C'est des gens qui sont en train de créer quelque chose et qui veulent le protéger déjà de façon native. Ce que j'ai amené, je pense, c'est vraiment déjà peut-être une rigueur, parce que c'est aussi des équipes qui, de façon native, travaillent en petits groupes, justement pour être agile. Généralement, c'est pas des armées mexicaines qui travaillent ensemble, c'est des petits groupes qui ont des petits scopes, qui font des microservices, qui se parlent entre eux. Et la sécurité, ça se pense comme un tout. Donc il faut amener cette cohérence. Il faut amener effectivement l'approche analyse de risque. Moi, j'avais pas mal de gens qui dépensaient de l'énergie alors que sur la sécurité, parce qu'ils savaient qu'il fallait faire ça, et donc parfois ils passaient beaucoup de temps à faire certaines tâches, alors que en fait les bases n'étaient pas là. L'hygiène, comme dirait l'ANSSI, n'était pas là. On avait des gens qui se préoccupaient des buffer overflow, et en fait l'IAM n'était pas là. Il y avait des mots de passe dans les codes sources, etc. Donc il y a des fois, j'ai dit ouais, mais regarde, là, le risque, en fait, il est là. Donc on va déjà nettoyer ici, et puis après, donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été super bien accueilli.
on a été à la sécurité tout de suite accaparé. On est venu nous voir, on a dit voilà, il y a ici, il y a des trucs, on ne sait pas vraiment trop quoi faire. Là, il y a des sujets qui vont au-delà de ce que peut faire un développeur, parce qu'il faut à un moment qu'il pose le stylo et puis quelqu'un s'en occupe en fait. Or, un développeur ne va pas faire ça parce que son travail, c'est de shipper des fonctionnalités. Et dès qu'il y a besoin d'un petit peu de coordination ou alors de prendre du temps et du recul, s'il n'y a pas quelqu'un dont c'est le métier, dont c'est la charge, et qui a l'expertise, c'est pas forcément fait correctement. Donc en fait, vous avez réussi à mettre quand même de l'analyse de risque dans des cycles courts. Comment ça s'est passé? Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir assurer le contrôle ou la sécurité de ce... Alors au début, ça s'est fait un petit peu en mode d'extinction de feu. Il y a des risques, on les voit tout de suite et puis on prend action. L'idée, c'était vraiment, il y a beaucoup de complexité. Donc on ne peut pas prendre un sujet et dire je vais y passer un semestre. Où je vais y passer ne serait-ce qu'une semaine ou 2 ou 3. Donc on fait par périmètre progressif. L'analyse de risque formelle, elle a été faite à l'issue pas à l'issue, pendant le premier gros audit où justement il y a dû faire des interviews. Donc là, on a fait appel à du consulting. On a aussi, on s'est beaucoup impliqué dans la rédaction parce qu'on connaissait mieux les risques métiers. Et ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a fait une analyse de risque plutôt assez haut niveau. En fait, on a pris on a suivi le découpage naturel des équipes d'ingénierie parce que les équipes agiles généralement, elles sont orientées feature. Donc elles sont là pour faire plaisir à quelqu'un, un utilisateur, un partenaire. Ou en interne, c'est des fonctions support. Donc on avait un découpage naturel qui marchait déjà très bien. On a pris ces métiers, en fait, ces sous-métiers, et on a fait une analyse de risque au niveau macro. Donc on a isolé les scénarios catastrophes, on a rajouté, qui nous sont venus des métiers. Donc tout ce qui a pu venir, des supports, de la technique, des juristes, toutes les choses qui ont pu arriver par le passé ou les événements qui sont redoutés. On a rajouté aussi des aspects un peu plus techniques sur les aspects de disponibilité de services, etc. Et maintenant on a une cartographie des risques qui est macroscopique. Et on utilise en fait cette analyse de risque comme schéma directeur du plan d'audit. Et après, en fait, comme je vous disais, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est au lieu de faire toute une quantité de petits audits, les audits formels qu'on fait avec des prestataires pour des questions d'indépendance, et entre autres, on fait des gros audits, on en fait 1 ou 2 ou 3 par an maximum, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'en faire plus. Et à côté de ça, on a toute une panoplie d'outils qui nous permettent de faire de la sécurité assurance. Ça va vraiment de l'éducation des développeurs à ce qu'ils comprennent quand ils vont délivrer une fonctionnalité majeure ou une fonctionnalité qui est sensible en termes de sécurité. On les éduque à venir nous voir, nous prévenir. Ce qu'on leur demande, c'est de nous faire valider les blueprints. Donc, une fois qu'ils ont les spécifications, qu'ils savent ce qu'ils veulent implémenter, qu'ils ont une idée relativement précise de la façon dont ils vont le faire, on fait, nous, un petit brainstorming. On dit là, est-ce que tu as pensé à ça? Ici, alors si je suis un utilisateur et que je fais ça, et qu'en fait, il n'y a pas de rate limiting sur ce endpoint et que je l'appelle 1 million de fois par minute, est-ce que je casse tout? Oui. Ah ouais, donc là, il faut mettre du rate limiting. Donc là, déjà au début, on fait un petit peu cet exercice d'abuse case, et aussi sur les fonctionnalités, sur les problématiques techniques. Donc quand il y a des transactions, des langages, des architectures où on vous pressent des risques. Moi, j'ai fait 15 ans d'audit, donc j'ai un petit pressentiment. J'ai le spider sense qui s'allume assez rapidement. Donc voilà. Donc ça, on fait une vérification vraiment papier au début. Parfois, on fait nous-mêmes en interne vraiment des checks
extrêmement succinct. Après, on utilise toute une batterie de tests automatisés, des scans de ports pour vérifier qu'il n'y a pas des ports qui s'ouvrent tout seuls, parce que ça, c'est aussi facile quand c'est plus des humains qui font. Déjà, les ports s'ouvraient tout seuls quand c'était des humains, mais quand c'est du code, c'est assez facile de perdre le contrôle. Des scans de vulnérabilité relativement classiques, des outils aussi qui sont plus liés au monde de la CI/CD, donc des outils qui vont par exemple scanner tous les imports de librairies vulnérables, des outils qui vont scanner les images Docker, des outils qui vont vérifier la configuration d'AWS ou de GCP de projet, ou qui vont vérifier la configuration des clusters Docker pour des erreurs connues. Donc ça, c'est vraiment... en fait, on remonte en tout cas en complexité et en temps qu'on passe. Et au-dessus, on a le bug bounty. On fait des bug bounty, on a un bug bounty public, on fait des bug bounty privés. Donc ça, c'est pratique parce que ça nous permet de continuer à tester après, déjà de tester après la mise en prod, parce qu'on ne peut pas toujours bloquer une mise en prod quand on fait voilà, quand on ship 30 fois par jour. On ne peut pas dire attends, je vais faire un appel d'offres, on se reparle dans 3 mois, quoi. Donc ça, c'est extrêmement utile, le bug bounty. On fait des bug bounty privés aussi sur des plus petites parties. Justement quand il y a des risques qui sont trop petits pour qu'on fasse un vrai audit et trop gros pour que nous on puisse avoir le temps de regarder nous-mêmes. Donc voilà, et après c'est vraiment un juste c'est un juste équilibre entre tous ces niveaux de vérification et les risques qu'on pressent sur les features. Merci. Alors, en parlant de bug bounty, je pense forcément à Thomas Forêt et à sa plateforme, puisque lors de nos échanges, c'est peut-être l'angle de visée. Alors, si la structure au départ n'était pas totalement dans le mode agile, mais s'est installée très rapidement dans ce mode-là, a priori, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de comment vous avez abordé la sécurité, puisque plateforme, enfin réseau social et sécurité, voilà, ces deux mots sont assez importants de nos jours, je crois. Oui, merci beaucoup. En effet, alors pour moi, réseau social et sécurité, ça va tout à fait ensemble, parce que le réseau social, c'est finalement l'ADN de ce qu'est Internet, c'est-à-dire la capacité de faire communiquer les humains entre eux. Et évidemment, il faut de la sécurité. Et le projet de Waller, c'est exactement ça, c'est dire il existe tant de plateformes sociales aujourd'hui qui trahissent leurs utilisateurs, qu'il est grand temps, je crois, de créer des technologies qui mettent comme première pierre à l'édifice, eh bien, la confiance, ce qu'on appelle le web de confiance, qui se traduit chez nous évidemment en termes de sécurité. Ce qu'on a fait rapidement, parce que cette entreprise, quand on l'a créée, on était 3, vous voyez, donc 3 développeurs, et le mode agile était tellement natif ou naïf qu'il était absolument ce que nous faisions. Et l'agilité pour nous, c'était surtout mettre en production de façon continue, ne pas vraiment faire attention à grand-chose. Et puis, après 2 années de travail, un jour, j'ai reçu un petit email d'un type qui ne s'est pas présenté et qui m'a dit « J'ai trouvé une faille de sécurité critique » et qui m'a sorti l'ensemble des emails de toute ma base de données. Ça, je vous rassure, c'était il y a 7 ans. Et à l'époque, on avait peut-être 20 000 utilisateurs dans notre base de données, donc c'était une petite chose. Mais et ce jour-là, moi j'ai pris peur parce que je ne savais pas comment réagir. Et je me suis dit qu'on essaye de rentrer en communication avec le gars, on ne sait jamais. Bon. Et en fait, il s'est trouvé que c'était ce qu'on appelle maintenant des chercheurs ou des hunters, qu'on appelait à l'époque des white hats ou des hackers reconvertis. Qui sont des types qui, pendant très longtemps, ont fait plein de bêtises quand ils étaient jeunes sur Internet et en réalité sont devenus des experts sans diplôme. Et qui, je crois, alors c'est vrai dans nos pays, c'est encore plus vrai dans les pays du tiers-monde, parce que ces gens-là, en réalité, peuvent être extrêmement bien payés par nos entreprises, par les entreprises qui sont, les GAFA, les grandes entreprises. Et ces gens-là ont basculé dans le bien. Ils sont devenus des ayatollahs de la sécurité informatique. Et donc ce jeune-là qui avait 17 ans,
On lui a dit, écoute, si tu veux, on te paye et tu nous fais un audit complet de notre plateforme. Il nous a trouvé, je crois à l'époque, une centaine de failles. Je ne sais pas si elles étaient toutes critiques, mais enfin, c'était tout de même important. Et on a commencé à se sensibiliser par ce garçon à ces sujets de cybersécurité qui, à mon sens, doivent être pris à la racine et au départ de tout projet informatique. Et ça s'est converti 1 ou 2 années plus tard, et grâce à lui, parce que c'est lui qui m'avait expliqué qu'il y avait des programmes Bug Bounty, ça s'est converti en finalement une sorte d'industrialisation de cette ubérisation de gens qui, de par le monde, peuvent remonter des failles aux entreprises. C'est un vrai phénomène d'ubérisation, et c'est pour ça qu'il faut, ces gens-là, pouvoir les capter comme des communautés sociales, comme des gens quasiment comme des salariés. Alors, ils n'ont pas du tout le statut salarié, mais tout de même, il faut les considérer personnellement. Ça, je crois que c'est un point extrêmement important. Et on a constitué, effectivement, les contours de ce qu'on appelle un programme Bug Bounty, c'est-à-dire vous tracez un périmètre clair. Qu'est-ce que vous laissez tester à vos chercheurs? On appelle ça les chercheurs. Alors, évidemment, vous ne laissez pas tester les trucs dont vous savez pertinemment que c'est encore pas terrible. Donc, si vous êtes certain d'une partie de votre périmètre logiciel, vous les mettez dessus. Et puis ces gens-là, vous leur dites, vous trouvez un bug, selon la note, on vous rémunère. Donc quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez leur dire, on vous donne 50 €. Quand vous êtes une entreprise un peu plus avancée, ça peut aller jusqu'à 1 000 €, 2 000 €, enfin ça peut monter. Et l'idée est simple, c'est que dès lors que tous les gens qui vont vous écrire comme ça, à gauche, à droite, et nous on en a eu une dizaine, eh bien, vous les invitez à votre programme et en fait, ils rentrent dans un cadre et ils vous remontent en continu. Finalement, ça les motive parce qu'ils savent qu'ils vont gagner de l'argent et ils vont vous remonter des bugs qui, enfin, je pense qu'aucun pentest pourra vous remonter. Parce que ces gens-là, il y a une grosse différence entre le pentest et le bug bounty. La différence, c'est l'incentive, c'est la motivation. C'est-à-dire que quand vous payez une prestation pour un pentest, elle est déjà prépayée. Vous avez dit, vous faites un appel d'offres, etc. Les gens vous répondent, ils vont faire ce qu'on leur demande de faire et ce qu'ils ont toujours fait. Là, c'est différent, le bug bounty. A priori, vous ne payez rien. Mais si le type trouve un truc que personne d'autre a trouvé, là, il va être payé. Et s'il en trouve 10, il sera payé 10 fois ça. Et ça, c'est extrêmement positif. Et si on arrive à créer une relation de confiance avec ces chercheurs, on peut, en fait, augmenter, je crois, considérablement le niveau de sécurité de nos plateformes, et c'est ce que nous faisons. Et ce qui est, je dois dire, extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, cette logique-là qui est continue s'inscrit en fait naturellement dans nos logiques agiles qu'on a dans nos startups, dans nos entreprises, qui est effectivement le développement continu, l'amélioration continue, des cycles très courts, et le bug bounty s'inscrit dedans, puisque une faille trouvée peut être corrigée dans les 24 heures, si vous voulez, et elle va s'inscrire dans la roadmap, dans les cycles de développement de vos équipes, et surtout va former vos équipes. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je parle longtemps. Je passe la parole à ma voisine. Alors, certes, le bug bounty, c'est une solution, mais est-ce que ça suffit à dire que le périmètre est sécurisé? Ce n'est finalement un moyen, enfin, sauf si je me trompe. Enfin, il y a peut-être quand même quelque chose de tout autour qui peut être mis, parce qu'on ne peut pas se dire on fait du mode agile et on a le bug bounty pour vérifier si ce qu'on a fait ou ce qui est en cours est clean. Qu'est-ce qui est mis aussi à côté? Je suis utilisateur, je me dis je vais aller sur un réseau social sécurisé qui est du bug bounty déjà à l'extérieur, je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde, mais en tant que spécialiste, on se dit l'occlusif veut prendre le réseau social, le bug bounty ne sera pas seul à me rassurer. Peut-être qu'il y a des notions de certification, enfin, qu'est-ce qui peut être mis en place? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Je vais vous répondre avec l'honnêteté que j'ai l'habitude d'avoir. Quand je serai responsable d'une entreprise de 200 ou 500 personnes, on aura effectivement toutes les certifications que vos entreprises, vos membres ont. Aujourd'hui, on est 12 personnes chez Waller. On fait notre chiffre d'affaires, on monte d'année en année, on a quasiment 500 000 personnes aujourd'hui sur notre réseau, et c'est un chemin qui est long, c'est un chemin que nous menons avec courage, persévérance. Et ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on n'a pas l'argent de se payer des prestations de pentest ou des certifications,
on change de stratégie. Je crois que la cybersécurité, aujourd'hui, est une question de stratégie. Et vous savez qu'en stratégie guerrière, militaire, il y a plusieurs aspects. Il y a la défense et il y a l'attaque. Et ça, c'est précisément nos sujets. Et lorsque on parle d'analyse de risque, on parle de défense. C'est formidable. Mais quand on n'a pas les moyens de la défense, on préfère l'attaque. L'idée du Bug Bounty, c'est aller à l'attaque, c'est-à-dire dire que les types qui vont vous attaquer, vous les prenez chez vous et ils vont vous accepter l'attaque pour que ces gens-là augmentent la capacité de votre plateforme. Plus vous élargissez le périmètre, vous pouvez payer ces gens-là, hein, évidemment, mais vous allez en fait être en sollicitation permanente. Et ça, mécaniquement, ça n'est pas une question d'audit ou autre, hein, ça n'est pas une question de certification. Et là, quelque part, je suppose que ça peut ne pas correspondre à la culture d'un grand nombre d'entreprises qui ont plus de chiffre d'affaires, plus de moyens, plus de personnel. Eh bien, ça correspond à une sorte d'urgence qui préfère, c'est ce que disait Zuckerberg, c'est-à-dire qu'il préférait move fast and break things. C'est-à-dire que pourvu qu'on avance, on casse des choses, on les remonte, on les améliore, mais on y va. Évidemment, c'est vrai dans une période de l'entreprise. C'est pas toujours vrai. C'est évidemment pas vrai quand on arrive à des puissances un peu plus considérables. Mais nous, on a préféré effectivement mettre en priorité cette idée de bâtir une communauté la plus large possible de hackers qui sollicitent en permanence notre plateforme et sur un périmètre le plus large possible. Et ça, je vous assure, on corrige les failles, et pourvu qu'ils en trouvent d'autres, et 2, ça forme les équipes. Et ça, j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que nous, nos équipes, moi quand j'ai recruté Alexandre, mon premier développeur, le type sortait d'école, bon, il connaissait toute la théorie. Mais enfin, ils n'ont jamais appris rien sur la sécurité. Pourtant, son école était pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que la sécurité, c'est un apprentissage qui s'est aussi fait dans l'agilité, qui s'est aussi fait en corrigeant les failles qu'on nous a remontées. Elles ont été tout de même, je dois dire, nombreuses. Évidemment de moins en moins, mais elles ont été au départ nombreuses. Et ça a eu une valeur de formation, d'éducation. Et ça, je crois que ça vaut, et c'est mon expérience, ça vaut tous les certificats ou les pentests du monde. Alors après, je ne sais pas ce que fait NJ Digital par rapport aux certificats ou s'ils ont des certifications, mais quelle est du coup la mise en place pour NJ Digital ou en tant que RSSI, qu'est-ce qui a été mis en place en sécurité avec ce mode agile ? En tout cas, chez NJ, l'entité NJ Digital est une nouvelle entité qui permet de développer des solutions digitales pour les BU d'NJ. Donc, quand l'entité a été créée, on a déjà des structures de sécurité et des standards et des mécanismes, donc des manières de faire, qui sont définis au niveau du groupe. Donc, on a testé ces méthodes parce que dans l'environnement digital, on travaille en mode agile, mais ça ne marche pas. Donc, déjà, première étape, c'est prouver l'échec des méthodes traditionnelles de la gestion de la sécurité qui sont appliquées dans les cycles de projets qui seront en cycle V. Ça, c'était la première étape, c'est déjà faire l'échec pour apprendre déjà de nos erreurs. Donc après, le deuxième point, c'est repérer le projet dans lequel on a la plus de maturité par rapport à la sécurité, pour trouver notre propre manière de gérer la sécurité. Parce que si on a en face une équipe qui est réticente, on ne peut pas expérimenter des nouvelles manières de faire. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec une équipe projet, dans laquelle il y avait plusieurs personnes qui étaient très sensibilisées par rapport au sujet de sécurité. Et donc, et c'est là où on a trouvé qu'il faut faire de l'analyse de risque assez rapide et au lieu d'attendre qu'on a des déploiements et après venir vérifier les déploiements, c'est d'être au plus proche des équipes pour empêcher qu'on a des déploiements qui présentent des problèmes de sécu. Donc, le premier challenge, c'était d'automatiser la sécu. Automatiser dans le sens intégrer des outils qui permettent de faire l'audit de sécurité du code, ainsi que l'audit de l'infrastructure, qui soit dans des dashboards en temps réel. Ce qui permet à l'équipe sécurité d'avoir en visibilité quel est l'état de conformité tous les jours. C'est-à-dire qu'on a un dashboard, on regarde ce qui se fait, mais ça ne s'arrête pas là. Le dashboard, il est mis à disposition des développeurs et des DevOps et les DevSecOps. Donc ça devient leur outil de travail. Ça leur permet de vérifier s'ils ont déployé quelque chose qui pose problème. Et c'est aussi c'est ce qui permet
l'apprentissage de la sécurité. Et donc pour moi, je suis d'accord avec vous sur le point que cette expérimentation, c'est le fait de rendre la sécurité la responsabilité de tout le monde et pas uniquement l'équipe sécurité qui fait améliorer le niveau de maturité de la sécurité chez les équipes, et ça devient leur souci au quotidien. Parce qu'un développeur, quand il a l'habitude d'écrire son code et de ne pas vérifier ce qu'il a fait, sa qualité de code, quand on fait un premier analyse de ce code-là et qu'il comprend que s'il fait ces 3 erreurs, eh ben, il ne va plus jamais les refaire dans les prochains codes. Et pour les prochains déploiements, on découvre d'autres problèmes. Ça s'arrête jamais. Mais ça lui permet de ne plus faire les mêmes erreurs. Donc, la clé, c'est l'apprentissage de nos erreurs et d'accepter qu'on peut faire des erreurs parce qu'on est tous sur des nouvelles technologies, parfois des technologies cloud, parfois des technologies open source, et parfois on a des questions sur des technologies que moi j'ai jamais entendu parler, parce que les équipes sur des nouvelles technologies digitales, elles ont toujours le nouveau produit qui vient de sortir la veille et qui veulent l'utiliser sur le prochain sprint. Après, sur la partie analyse de risque, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment d'identifier quelle est une approche attaquant. C'est-à-dire qu'on n'applique pas encore le bug bounty, mais on réfléchit à l'attaquant, qu'est-ce qui va l'intéresser par rapport à cette plateforme. Et bien sûr, si on a une exposition sur Internet, on vérifie comment l'exposition sur Internet est faite. Après, moi je dirais que RGPD nous a beaucoup aidés parce que les responsables sont beaucoup plus matures. On a des vrais enjeux réglementaires et ça permet de faire passer les sujets sécurité plus rapidement. Après, moi je considère que dans notre équipe, ce qu'on fait, c'est qu'on repère notre allié au sein de l'équipe projet et on a un contact direct avec eux toutes les semaines. Ce qui permet de répondre. C'est pas tous les mois, c'est pas toutes les 2 semaines, c'est toutes les semaines, on se voit avec l'équipe projet. Ce qui répond à la question du RSSI. Même si c'est pour 30 minutes, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'ils ont fait et de quoi ils ont besoin. Parce qu'ils ont toujours des questions. Comment je peux implémenter ça ? Comment je peux sécuriser Google Analytics ? Comment je peux faire ça sur le cloud ? Est-ce que j'utilise ce type de base de données ou ce type de base de données ? Comment je peux gérer mes identités ? Et ce rapport au quotidien, enfin, qui est d'une manière hebdomadaire, nous permet, nous, d'être au courant. Après, on est aussi intégré sur des cycles qu'on appelle les PI, qui sont les Program Increments, qui ont lieu tous les 3 mois, pour définir quel est le prochain step pour ce projet-là. Et donc, à ce niveau-là, on vérifie les aspects architecture. Et après, au quotidien, on va vérifier avec eux les implémentations et on intègre des user stories sécurité dans leur programme. Donc, ils savent qu'ils doivent sécuriser la partie gestion d'identité, ils vont sécuriser le chiffrement dès le départ pour éviter qu'on se retrouve à casser pour reconstruire parce qu'ils n'ont pas chiffré dès le départ ce qu'il fallait être chiffré. Après, on fait des compromis. L'objectif est qu'on est sur un cycle d'évolution positif, c'est-à-dire que si d'une semaine à une autre ou d'un mois à un autre, on a un cycle positif, moi je considère qu'on est sur la bonne tendance. L'objectif, c'est qu'il n'y a pas de régression de service et que le produit qui est déployé, parce qu'on a des déploiements tous les jours, on ne parle plus des déploiements à la semaine ou tous les mois, c'est des déploiements tous les jours, c'est qu'on n'a pas de régression et que la partie vérification de la sécu, elle permet aussi de rassurer les équipes parce qu'ils ont gagné le challenge de la sécu et maintenant ils commencent à l'utiliser comme un argument de vente de leurs produits. Et pour moi, du moment où mes équipes projets commencent à utiliser la sécu comme un argument de vente, c'est que le challenge est gagné. Et que j'ai plus besoin de justifier des ROI ou quoi que ce soit. Donc c'est eux qui portent le sujet. En tout cas, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'au final, à la question tout à l'heure de comment intégrer le RSSI dans le projet ou dans la boucle, en ayant un correspondant de ce type-là, on arrive à s'intégrer un peu plus dans le projet, à voir en amont les questions, ou faire les remarques en temps utile. Je pense juste à Jérémy et son expérience dans la mise en place d'un projet agile dans une structure qui ne l'est pas du tout, puisque toutes les structures qui sont là sont avec l'ADN qu'il faut et a priori dans une ancienne expérience, le mettre en place, ça a été un vrai enjeu, là aussi, un vrai challenge.
effectivement, il y avait une petite différence en termes de contexte. C'est une toute petite SI de 1200 personnes, donc c'est un tout petit peu plus grand, et avec un historique qui était très très fort. Donc on avait une acculturation déjà en premier lieu. On parle beaucoup d'agile, et on le voit souvent comme une méthodologie. On m'a dit une fois, effectivement, d'abord l'agile, pour le comprendre, il faut le voir comme une culture. Et je pense que c'est déjà le premier pas pour arriver à réussir dans une démarche agile. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est dans une éthique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas une conduite du changement qui va permettre effectivement les réussites ou pas d'ailleurs dans cette réussite. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit des changements de paradigme. On a vu quelques exemples déjà autour de la table. Ça va demander aussi à chacun d'entre nous de s'ouvrir. On a eu, je pense, suffisamment de témoignages aujourd'hui qui nous l'ont déjà démontré, et je pense qu'on pourrait trouver encore d'autres exemples. Ensuite, évidemment, pour pouvoir répondre à ce défi, dans un contexte qui ne s'y prêtait pas forcément initialement, parce que alors nous, le cycle en V, on le connaissait par cœur, qu'on a été plutôt presque forcé par la nature des projets à s'y mettre, quand on avait un exemple concret, une demande présidentielle de mettre un projet en production, ça restait en quelques mois. Nous, on est habitué à faire des projets sur quelques années, avec des besoins qui étaient exprimés de manière la plus succincte possible du monde, avec une échéance qu'on ne pouvait pas retarder, parce qu'il y avait un décret, donc on sait que beaucoup de projets ont du retard, là c'était même pas envisageable. Donc voilà, donc du coup on a dû s'y confronter, et puis finalement on en a tiré beaucoup de bénéfices, puisque finalement c'est souvent aussi devant l'adversité qu'on se révèle, et ça a permis de déceler des forces à travers finalement, je dirais trois thématiques que si je devais résumer, et qui seraient en même temps ce qu'on appelle aussi des clés de succès, c'est évidemment tout le côté humain, tout le côté organisationnel, d'avoir effectivement, de pouvoir avoir une personne à disposition. On ne peut pas attendre l'avis d'un responsable sécurité ou de son équipe. On mange aussi de la pizza, donc on peut faire partie d'une pizza team au niveau de la sécurité, c'est envisageable. Donc c'est pour être complètement intégré à ce niveau-là. C'est évidemment la méthodologie, on en a parlé, mais c'est très prégnant, et on l'a vu un bon exemple aussi côté ANSSI qui nous donne aussi beaucoup de l'ANSSI, le CLUSIF évidemment, beaucoup d'écrits aussi pour nous imprégner. Mais encore une fois, ça ne reste qu'une brique, importante certes, mais le piège pour le coup serait de penser que c'est la seule. Et puis finalement la technologie, on le voit aussi avec le cloud, mais qui a tout d'autres sujets, mais sur les méthodes agiles et la façon de l'implémenter, on sait qu'aujourd'hui il existe des outils qui vont pouvoir nous aider, puisque s'il y avait deux maîtres mots aussi, qu'on entend d'ailleurs, c'est automatisation et anticipation. C'est pas parce qu'on est sur un mode avec des cycles beaucoup plus courts qu'on va se dire voilà, on va se prêter aux règles du jeu et on va rentrer en cycle et puis on va suivre les cycles. Je pense qu'au contraire, si on commence au début d'un cycle, il est déjà trop tard. En disant ça, je suis persuadé qu'avant même qu'un projet commence, il y a des choses qu'on peut anticiper en termes d'organisation, en termes de méthodologie et d'outillage. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des outils aujourd'hui qui permettent d'automatiser d'autant plus. Vous pouvez évidemment les éviter au préalable. Exemple concret, des outils qui vont permettre de vérifier la qualité et la sécurité du code en temps réel. Ce n'est pas des choses qui sont toujours implémentées. Si vous ne l'avez pas fait avant même le démarrage du projet, en général, ce sera déjà trop tard. Des outils de testing de vulnérabilité du code. Aujourd'hui, vous avez des modules dans les solutions. Je ne vais pas citer d'éditeurs, mais vous en connaissez certainement aussi autant que moi. C'est pareil, c'est des choses qui ne pourraient pas être que des modules à ajouter. Ce n'est pas toujours aussi simple de les ajouter déjà d'une part. Et par contre, si on l'a anticipé, ça va être un gain de temps derrière. On dit toujours aussi, savoir gagner du temps, c'est savoir en perdre en premier temps. Mais c'est tout finalement ces retours d'expérience qui vous permettent justement de réussir ces projets, y compris dans une culture qui ne s'y prêtait pas au début et qui n'était pas du tout rodée sur cet aspect-là. Alors quand on a une entreprise qui n'est pas du tout dans cette culture-là, comment on vend à son COMEX le fait qu'il va falloir mettre peut-être de l'agilité ? Alors quand on est dans une entreprise e-commerce, c'est évident et là la question ne se pose pas. Mais une autre structure qui est un peu plus traditionnelle et qui a peut-être des projets qui sont déjà lancés mais qui n'a pas forcément la sécurité, quels sont les conseils ou les recommandations que vous pourriez donner aux personnes dans la salle qui voudraient bien avoir des billes pour mieux vendre ça auprès des devs, des équipes, des métiers et du COMEX ?
Oui, c'est un point très important. D'ailleurs, c'était le premier point de notre première présentation tout à l'heure, sur le sponsor, et qui ne doit pas être d'ailleurs qu'au début, et pouvoir convaincre déjà en premier temps. Une des actions concrètes qu'on a menées, c'est un séminaire, en fait, un séminaire sur une demi-journée en forme d'atelier, jusqu'avec les dirigeants, en fait. C'est-à-dire qu'on a été jusqu'au DSI et les directeurs généraux des entités IT, qui ont été impliqués dans des ateliers agiles avec un côté très très ludique. Alors l'avantage de la méthode agile et de la culture agile, ça se prête, je trouve, c'est un point de vue personnel, très très bien à des exercices ludiques. Un exemple en tête, des jeux de cartes où pour estimer le nombre de jours pour des tâches, vous avez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pratiqué, mais on a comme ça des petits outils de conduite du changement, d'acculturation et de sensibilisation qui aident. Donc justement, pour pouvoir convaincre des COMEX ou des dirigeants, il faut pouvoir, à travers ce côté d'acculturation, mais au niveau avec évidemment une façon de faire qui va être plus vulgarisée. On ne parlerait pas de tous les outils techniques qu'on a vus tout à l'heure dans la deuxième présentation. On va réussir à les convaincre et surtout, ils vont se rendre compte qu'ils vont pouvoir gagner du temps et qu'ils vont pouvoir réussir à répondre à des demandes très exigeantes en termes de temps. L'exemple que je citais tout à l'heure ils ont été confrontés en plein et ils se sont dit, de toute façon, quelque part, j'ai pas trop le choix. Voilà, c'était la réalité des choses. Et deux, ce que vous me promettez semble fonctionner et ça semble d'ailleurs être à peu près la seule solution possible. Donc, on les a convaincus comme ça, outre effectivement le séminaire dont je parlais. Ils se sont lancés et puis c'est vrai que finalement, c'est un succès qui fait qu'on va complètement les convaincre, on va les convaincre à 110%. Et une fois que ça a été fait avec succès, il n'y a plus besoin de les convaincre et après, ils ne pensent plus qu'à le faire comme ça. D'accord. La question, je la pose à tous. Au final, dans l'opposition de force, comment vous faites la mesure entre je vais faire la mise en ligne et j'ai un risque SI de l'autre côté? Qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui vous aide à trancher? C'est le risque, oui. Tout simplement. Ça, c'est quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment un point où il faut se retrouver avec les développeurs. Il ne faut pas avoir de position dogmatique, il faut savoir aussi changer ses façons de travailler. Je pense que quand on est en méthode agile, en fait, la sécurité, c'est exactement la même que dans les autres méthodes. En fait, les principes sont les mêmes, les risques sont les mêmes. La différence, c'est dans son application, sa mise en application. C'est-à-dire que comment on sécurise ça. De la même façon que quand on est en méthode agile, on ne fait plus rien à la main, tout est automatisé. Il faut que la sécurité, elle soit automatisée parce qu'on a des changements d'échelle où c'est plus facile, c'est plus possible de la gérer à la main. Par contre, on peut aussi automatiser cette sécurité et tourner ces choses-là à son avantage. Mais là, il faut être créatif et savoir adapter les outils qu'on a pour qu'ils rentrent dans le contexte et de trouver des solutions techniques et métiers qui sont mutuellement acceptables entre celui qui porte le risque et celui qui a la charge de sortir la fonctionnalité ou l'application. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a dû gérer un problème, une question en tout cas qu'on avait sur la gestion des certificats. C'est-à-dire que on a des certificats, on a des containers, ces containers ils doivent se parler entre eux, on veut que même sur le réseau local, ces connexions soient chiffrées, on fait de l'HTTPS, il doit y avoir des certificats, parfois des certificats clients. Et donc ces containers, ils apparaissent, ils disparaissent. Comment on gère ces certificats? Comment on gère la création des certificats automatiques? Comment on gère leur cycle de vie? Parce que si jamais on fait des certificats de 3 ans et qu'au bout de 3 ans, il y a quelqu'un qui oublie de les renouveler, là tout s'écroule automatiquement. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est on s'est dit on va utiliser le cycle hyper rapide de la création des containers qui dure quelques heures la plupart du temps. Et on sait que de toute façon, ces conteneurs, on ne les touche jamais, on ne s'y connecte pas. Quand on a besoin de les changer, on les détruit, on les donc, on a pris le parti de ne pas faire de révocation de certificat parce que c'était trop compliqué. On s'est dit, de toute façon, le temps de révoquer un certificat sur une infra aussi complexe, ça prend déjà 2 jours parce qu'il faut, avant de le révoquer... Donc on s'est dit, on va faire des certificats qui font 48 heures, on les renouvelle au bout de 24 heures,
Et du coup, en fait, on n'a pas besoin de se poser la question de comment on les révoque. Ils se révoquent tout seuls. Et si jamais on a besoin de renouveler, il y a un certificat, on pense qu'il a été compromis, et on a juste qu'à recycler les containers, et c'est une opération qui est vraiment classique, quoi. Qui à chaque fois qu'on release, c'est ce qui se passe naturellement. Donc voilà, il faut prendre le pli, et il faut savoir dire non. Il y a eu des points aussi sur la... vous parliez tout à l'heure de la multiplication des stacks techniques, et toutes les équipes vont sortir le truc aussi vite qu'elles sortent, c'est-à-dire 3 par jour. Je pense que par contre, là où il faut savoir dire non, c'est sur l'urbanisme du SI. Parce que par contre, c'est pas possible de faire des solutions, ça prend un peu de temps. Donc la gestion des clés, il faut que ce soit pareil partout. La PKI, il faut que ce soit ou presque partout. Voilà, il faut intervenir là où on intervenait un peu moins avant sur l'urbanisme, où on dit maintenant là, je ne peux pas gérer ce périmètre, c'est trop gros. On ne fait pas GCP, AWS et on-prem. Enfin, nous on le fait, mais voilà, on essaye de réduire les périmètres et les stacks à sécuriser, sinon c'est ingérable. Peut-être pour compléter effectivement sur notre façon de concevoir les risques du coup dans un mode agile, je pense déjà la première chose c'est d'admettre que de toute façon on ne pourra pas traiter tous les risques. On le sait déjà naturellement et a fortiori dans un cadre agile. Alors du coup par rapport à ça, pour autant en tant que responsable de la sécurité, on ne peut pas ni tout accepter et ni se laisser dépasser. Alors comment on envisage les choses? Plusieurs choses, plusieurs façons pour répondre à ça. Par anticipation, puisqu'on admet qu'il y aura des risques qu'on va découvrir et sur lesquels on ne pourra pas passer outre, prévoir un sprint ou en tout cas une période dédiée à la sécurité dès le début du projet. Si de toute façon vous ne l'avez pas fait dès le début du projet, ce sera trop tard, vous allez rentrer dans un rythme et vous ne pourrez plus le prévoir. Par contre, si au tout début vous dites voilà, on va prévoir une itération qui sera dédiée à ça, vous dites j'ai au moins quelque part un peu ma roue de secours pour pouvoir répondre à d'éventuelles choses, des imprévus. Et je parie que souvent dans les projets, on en a des imprévus, donc cette période-là sera nécessaire. Encore faut-il l'avoir anticipé. Deuxième chose, avoir un plan B. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut admettre que si on reste braqué, on va perdre du temps et au final, il ne va rien se passer et le risque va persister. Si par contre, on a su anticiper, avoir un plan B, on va pouvoir le réaliser et le mettre en place plus rapidement et dans les temps. Exemple concret, une vulnérabilité qu'on savait ne pas avoir le temps de corriger, parce que voilà, on savait qu'on allait manquer de temps. Plutôt que de rien faire et sachant qu'on ne pouvait pas l'accepter, on a décidé de la mettre sous surveillance. On avait prévu en fait un système de surveillance pour que, en cas où elle serait exploitée, en attendant évidemment d'être corrigée, mais du coup trop tard, on aurait à minima un plan B pour pouvoir s'assurer qu'on n'était pas en danger au niveau de l'application. Donc voilà, donc ça c'est un exemple qui peut paraître un peu simple et en même temps, voilà, il est suffisamment simple et concret pour pouvoir être mis en place, y compris dans ces contextes du coup exigeants, y compris d'agilité. Alors peut-être une dernière intervention avant de passer aux questions. Oui, en fait, c'était justement juste compléter ça. Étant donné un peu le métier aussi qu'on fait, parfois on a un peu cette déformation professionnelle qu'on a besoin de répondre quand on nous pose la question est-ce qu'il y a un risque, quelle est votre appréciation, on se sent obligé de répondre. Par moment aussi, il faut se poser aussi la question de dire fondamentalement ce qu'on fait dans l'analyse de risque, c'est identifier les assets et enfin les biens. Donc du moment que ça ne concerne pas notre scope, c'est peut-être pas la peine. Tout à l'heure, la dame il a posé la question, c'est quoi finalement la méthode d'analyse de risque pour faire du rapide? Oui, par moment, on va pouvoir forcément apprécier le risque sur le produit, peut-être sur le dossier d'architecture. Il faut toujours pousser un petit peu ce framing autour vraiment du bien, et c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Et la dernière chose, et ça c'est quelque chose qu'on a expérimenté, c'est aussi il faut savoir apprendre à vivre avec les risques résiduels. On ne va pas forcément pouvoir tout mitiger, toujours mettre en place des mécanismes de remédiation. Il faut savoir apprécier comment on met en place de la ceinture bretelle pour qu'il y a éventuellement une vulnérabilité, mais je suis capable de la patcher ou la rattraper par un autre canal. Donc aussi cette notion de risque résiduel, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on apprenne à gérer. Je vous remercie. Nous allons passer à la conclusion par Sébastien Dupont, qui réapparaît non pas en tant que RSSI, mais en tant qu'auteur, puisque vous avez peut-être eu entre les mains ou entendu parler de son livre sur « Vous êtes fou d'aller sur Internet ». Vaste sujet. Merci. Je ne savais pas. On m'a dit tu feras la conclusion, c'est-à-dire la synthèse des propos. Alors je vais faire la synthèse.
La tâche n'a pas été facile, hein, mais bon, je pense qu'il y a des choses assez riches et assez intéressantes. Thierry a commencé par nous présenter cette fameuse méthode d'accélération des cycles de développement pour la transformation numérique. Vraiment cette notion d'accélération dans la transformation numérique. Et Lumena, à moi, elle a dit un mot, elle a parlé de chercheurs. Et moi, je trouve qu'on est tous là réunis en tant qu'un peu chercheurs d'or. Et cet or, c'est quoi? Mais quelque part, c'est les risques. Et on est là en train de se réunir, de discuter de quels sont les outils, comment améliorer nos outils, comment être plus efficace. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui nous réunit. Et très vite, si on fait le film à l'envers, le mot que je trouve intéressant, qui a été dit deux fois là, lors de la table ronde, c'est le mot automatisation. Donc ce mot automatisation, c'est mettre en place des outils parce qu'il y a une accélération aujourd'hui. On ne peut plus tout faire à la main comme on faisait à l'époque. Donc ça, c'est une notion que je trouve intéressante. Il y a Quentin, vous ne m'en voudrez pas si je ne dis pas les noms de famille, et j'essaie de faire preuve d'agilité parce que je ne vais pas y arriver à gérer sinon. Qui évoque que la sécurité, c'est plutôt un état d'esprit. Et il nous donne quelques pistes assez intéressantes. Il nous parle, notamment quand on évoquait « faut-il dire non ?», une question qu'on s'était posée à un moment. Il dit, s'il y a un sujet sur lequel il faut savoir dire non, c'est l'urbanisation. Pourquoi? Parce qu'il faut simplifier aujourd'hui nos outils de travail. J'ai trouvé cette idée assez intéressante. Il y a une autre idée qu'il a avancée, je ne sais pas si vous l'avez retenue, je pense qu'elle est innovante, elle est plus qu'intéressante, c'est qu'il parle de bug bounty après mise en exploitation. J'espère que je ne trahis pas trop son propos. Ça, c'est une réflexion que personnellement également, on a déjà entendu, qu'on réfléchit, et je pense que c'est intéressant. Voilà, je pense qu'il faut la laisser en termes aujourd'hui, non pas d'affirmation, mais de questions, et ça doit nous interroger. C'est-à-dire que pour accélérer, il peut être intéressant de faire une phase de recette, je vais la dire différemment, après l'exploitation. Ça, c'est une piste pour le futur. Il nous dit également qu'il met en place des outils de vérification et il nous parle de gouvernance de l'agilité. Alors ça rejoint des notions plus structurées avec l'ANSSI et avec l'homologation, avec notamment la notion de stratégie d'homologation. Et il met une phrase également, c'est quand il parle de microservices, donc sans doute de sécurité, voire même au-delà, pour faire un tout. Et que la recette est peut-être à chercher de ce côté-là, c'est pas si simple. Et il nous fait un rappel sur les basiques avec l'hygiène de la sécurité, qui méritait d'être cité aujourd'hui lors de ce débat. Alors tout ça est complété par Abir, qui nous rappelle que, excusez-moi, je me perds dans mes flèches, c'est plutôt Thomas qui nous rappelle que Internet, c'est fait pour la mise en contact des individus. Et Thomas mise beaucoup sur le bug bounty. Et c'est vrai que c'est une notion récente depuis quelque temps, le bug bounty. Je fais partie des gens un petit peu classiques, si on est moins habitués. Donc c'est sans doute des choses nouvelles sur lesquelles il va falloir prêter attention. Il nous parle également de développement continu, de comment faire quand nos moyens sont limités, et il a la sincérité de poser la question, parce que c'est une vraie question sur laquelle, hommes de la sécurité, femmes de la sécurité, je pense qu'aujourd'hui, les réponses ne sont pas complètement apportées. Et il nous parle qu'il cherche des stratégies pour assurer une défense, et il nous cite, dirigeant de Facebook, Move Fast, Break Things, qui est un mot intéressant. Il y a également Abir qui nous a une... Alors Abir, j'ai trouvé qu'elle était dans la construction rapide. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme retour. Et elle nous a tout de suite mis dans le mouvement en disant on a prouvé l'échec des anciennes méthodes. Et moi, je trouve ça très intéressant de pouvoir bâtir finalement sur ce qui existe, de trouver des projets leaders, donc d'identifier ceux qui marchent d'un côté pragmatique, pour trouver des nouvelles manières de faire. C'est également qui a évoqué le mot analyse de risque, audit de code, également sur l'infrastructure, des tableaux de bord en temps réel. Tableau de bord en temps réel, je pense que c'est un objectif assez ambitieux et qui est un bon objectif pour nous tous, qui implique tout le monde, ça peut être intéressant. Et elle nous fixe la barre, et elle nous donne même des éléments chiffrés, puisqu'elle nous dit à tous que son conseil, c'est de faire 30 minutes avec chaque projet, chaque semaine, pour éviter cette accumulation de plans d'action. Et finalement, sans qu'elle le dise, elle vient peut-être d'inventer le plan d'action préventif.
Et j'ai trouvé cela très intéressant à l'époque où aujourd'hui, il faut réinventer les dispositifs, puisqu'on n'a jamais eu, comme aujourd'hui, 3 déploiements par jour. Elle cite ce chiffre. Et c'est quasiment ça dans nos entreprises. Les déploiements se sont vraiment accélérés. Donc il y a ensuite, si on rembobine, la notion qui est évoquée par Abderrahmane de fail fast, se planter rapidement. Il a évoqué un mot qui manquait d'être évoqué, donc merci à lui, qui est le mot de risque résiduel. Donc c'est vrai quelque chose qui est un mot historique sur la sécurité. Il évoque également quand est-ce qu'il faut bloquer ou pas bloquer, et la notion d'accélérer les retours d'expérience. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de commun pour aujourd'hui. Et enfin, Jérémy a évoqué tout ce qui était dans l'agilité, l'implication ludique avec un séminaire COMEX. C'est vrai qu'on a très peu parlé, sauf au tout début, de ces notions de sensibilisation, et rappeler que là, l'agilité, ça se prenait en compte dès le début d'un projet. Ensuite, on a eu des interventions, notamment je pense à l'intervention de l'ANSSI, où j'ai cherché comment, avec quelle métaphore, avec une image, quelle image mettre là-dessus, et si, alors c'est personnel, hein, donc je cherche pas j'ai trouvé que c'est la première fois où je vois une méthode fast, presque la méthode post-it, puisque la durée de 2 heures a été évoquée, et donc ça montre que les lignes bougent, et que faire preuve d'innovation aujourd'hui, c'est, même en sécurité, c'est sans doute un chemin qu'il faut emprunter. Donc les hackers s'intéressent de plus en plus à notre vie quotidienne. Ça, c'est aussi un paradigme qui est en train de changer. Et ils sont en train de maximiser les gains et minimiser les coûts. Il y a une véritable industrie. Bon, ça, il suffit de lire la presse. Effectivement, on est tous d'accord là-dessus. Et il y a des mots-clés qui sont assez intéressants dans cette mécanique agile. On avait la user story. Et donc là, on a appris aujourd'hui, pour ceux qui n'avaient pas lu le guide de Annecy, qu'il y a l'abuser story. Donc c'est quand un taxi, ou quand une femme, un homme dans la rue, c'est un abuser story. Alors, je me suis peut-être un peu mélangé, mais voilà, je voulais vous partager ça. Voilà, et il a cité également l'EBIOS Risk Manager et présenté la version agile. Ensuite, nous avons eu Hervé qui nous a présenté Nord-Sud, Est-Ouest, le SDN. Alors le SDN, c'est le Software Defense Network. C'est un peu marqué produit, mais c'est pourquoi pas un petit peu d'aller sur les produits. Il y a 3 mots-clés, Docker, Kubernetes et Jenkins. Alors ce ne sont pas ni des marques de cacahuètes, ni je ne sais pas quoi. L'image que j'ai, quand je l'écoute parler, c'est un énorme bateau qui arrive, avec plein de containers, peut-être Docker, et il avait des briques comme ça, et ça, son sujet, j'ai eu l'impression, c'est comment j'utilise ces briques pour utiliser les options sécurité de ces briques. Une sorte d'intégration sécurité au niveau du code. Bon, c'est l'interprétation que je m'en fais. Alors, il a cité comment tout ça, il le manageait avec les IPS, les WAF et les firewalls classiques. Moi, je vais vite aller voir mes équipes en interne pour voir comment ça cause tout ça. Micro-segmentation des WAF, port mirroring, ACL par contrat. Je ne sais pas du tout. Alors ACL, je connais un petit peu. ACL par contrat, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est très intéressant. Du coup, on apprend des choses. Et il nous a également évoqué, je ne sais pas où vous en êtes chez vous, la mise en place de bastions et d'authentification en SAML. Et c'est vrai que c'est des choses techniques, mais qui sont quand même des fondamentaux en sécurité. Voilà, personnellement, j'ai essayé d'évoquer, de sortir du complexe, pas du complexe, mais de l'habit du bon élève en sécurité. Et finalement, je me suis aperçu vite fait qu'il n'y avait pas besoin de le faire. On me fait signe qu'il faut que je réduise. Les 20 minutes qu'on m'avait demandé de tenir finalement sont plus courtes que prévu. C'est pas grave, je m'adapte. Agilité. Et donc, s'il nous reste 2 minutes, il me reste 2 minutes. Le by design, comment bien rater ou ne pas rater son accompagnement en sécurité avec 8 pièges pour nous amener à réfléchir peut-être. Et on s'aperçoit que finalement, nous en sécurité, nous sommes des accompagnants de la démarche de transformation
Et c'est là que c'est difficile, c'est qu'on est un acteur parmi tant d'autres, un peu entre le chef d'orchestre ou surtout éviter de croire qu'on est le héros. Hein, je crois que c'est vraiment le piège. Voilà, on ne peut pas tout faire. Et Terra Nova, pour finir, et avoir une touche d'humanisme, nous a rappelé la nécessité de tout ce qui était... Alors le mot-clé, je trouve intéressant, c'est le mot correctif humain. Et vous voyez que la fin s'approche, puisque même l'écran s'éteint. Avec mes gros doigts, je viens d'éteindre l'écran, donc c'est vraiment l'heure de la conclusion. C'est moi qui... Sans faire esprit. Non, c'est vraiment un incident. Mais bon, c'est peut-être un signe aussi. Vous savez, des fois, en sécurité, on est très pragmatique, mais des fois, on fait des petites prières aussi, en se disant, là, 4 incidents cette semaine, pourvu qu'il n'y ait pas un 5e, quoi. De sécurité, évidemment. Alors, en conclusion... Je voulais évoquer avec vous pourquoi on sécurise. À quoi ça sert tout ça? Parce que là, on vient de passer 4 heures à réfléchir à tout ça. Et je crois qu'il faut revenir aussi à des mots. Tout ça, c'est quand même pour vivre. Hein. C'est pour qu'on soit plus heureux, plus en lien les uns avec les autres. Donc très. C'est partir en vacances. C'est pouvoir avoir le goût de la liberté, hein, parce que des moments on se transforme un peu en robot, hein, malheureusement, malgré nous. C'est aussi avoir une vie privée, c'est aussi protéger nos enfants, c'est cultiver nos jardins secrets, c'est lié avec la vie privée, c'est pouvoir manger des produits sains. On peut imaginer que demain, il y a de la blockchain pour sécuriser sur l'acheminement des produits, éviter manger du cheval quand vous voulez manger autre chose, etc. etc. Voilà. Et ce que je vous invite, c'est de faire un sprint pour aller retrouver le soleil, parce qu'il fait beau aujourd'hui, c'est l'été, et voilà, que vous ayez envie d'être connecté ou pas connecté, cela dépend des moments, et il faut faire des coupures. Et je vais finir par cette phrase, je voulais finir par le mot papillon. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de finir avec ce mot, parce qu'il fait beau. Et donc je vous invite à aller prendre le soleil et à déployer vos ailes de papillon.